Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Naomi Kiley n'avait jamais mis les pieds dans une station de ski, et encore moins dans une station où l'on porte des vêtements de ski de marque et où l'on boit du champagne après le ski. C'était une fille des collines tranquilles et des poêles à bois, élevée par sa mère veuve dans un minuscule cottage niché dans la banlieue enneigée de Brattleboro, dans le Vermont. À 24 ans, Naomi avait la voix douce, le regard chaleureux et une beauté d'une grande simplicité, sa beauté enveloppée dans la simplicité des écharpes tricotées, des livres usés et des mélodies qu'elle jouait sur un vieux piano droit que sa mère avait économisé des années pour s'acheter. Chaque week-end, elle jouait du piano au Town Square Café, où les touristes jetaient leurs billets dans un bocal en verre tout en sirotant du cidre. Elle ne jouait jamais pour la gloire, seulement pour la paix intérieure que cela lui procurait. Mais ce week-end d'hiver, son monde allait basculer. Sa meilleure amie, Marie, l'avait entraînée au Frostpin Ridge Ski Lodge pour une escapade improvisée entre filles. Naomi n'avait pas voulu venir, elle ne skiait pas, ne fréquentait pas les riches et n'avait pas la garde-robe nécessaire, mais Marie avait insisté. « Tu as besoin de changer d'air », avait-elle dit, en remplissant le sac de sport de Naomi de pulls et de glosses d'occasion. Ils arrivèrent dans une station scintillante, entourée de pins et de cheminées crépitantes. Naomi, chaussée de bottes de pointure trop grandes, passait le plus clair de son temps à siroter un chocolat chaud au chalet et à regarder les skieurs dévaler les pentes poudreuses. C'est là qu'elle le remarqua pour la première fois, grand, sûr de lui, riant avec deux amis près du bar. Il portait des gants noirs et son sourire éclatait comme dans un film. Lorsque leurs regards se croisèrent de l'autre côté du pavillon, quelque chose changea. Richard Daniel était en tout point l'homme de ville charismatique dont Naomi n'avait entendu parler que dans les magazines. Entrepreneur prospère de Manhattan, il était habitué aux affaires rapides, aux femmes rapides et aux départs rapides. Mais quelque chose dans le regard calme de Naomi l'attirait. Contrairement aux femmes qui s'accrochaient à lui en robe de cocktail, elle regardait par la fenêtre, perdue dans la neige qui tombait, comme si elle se fichait qu'on la remarque. Cela l'intrigua. Il s'approcha avec 2 tasses de café et un sourire qui fit fondre la plupart des défenses. « Tu ne skis pas, n'est-ce pas » demanda-t-il. Naomi secoua timidement la tête. « Non, je joue du piano. J'aime regarder. » Ce soir-là, ils ont discuté pendant des heures dans le salon vide. Elle lui a parlé de sa mère, de sa musique, de sa petite ville. Il lui a parlé des salles de réunion, de ses projets technologiques et de son horreur des faux-semblants. Naomi ne le savait pas encore, mais elle venait d'ouvrir la porte à un homme qui allait tout changer, pour le meilleur et pour le pire. À peine la neige avait-elle fondu dans le Vermont que Richard Daniel commença à appeler Naomi matin et soir. Au début, c'était une conversation informelle, des compliments et des questions curieuses sur sa musique. Mais bientôt, cela a évolué vers quelque chose de plus profond. Richard parlait comme un homme qui avait trouvé quelque chose de rare, quelqu'un de réel. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », avoua-t-il un soir. Ces mots étaient comme du velours, enveloppant le cœur protégé de Naomi d'une chaleur qu'elle n'avait plus connue depuis la mort de son père. En quelques semaines, il avait visité sa ville à 2 reprises, et lors de son 3e voyage, il avait apporté des roses, un bracelet en or et une question qui avait bouleversé le monde de Naomi, « Viens à New York avec moi. Laisse-moi te montrer à quoi pourrait ressembler la vie avec moi. » Sa mère, fragile et discrètement méfiante, hésita, mais Naomi, emportée par un courant d'amour et d'espoir, accepta. New York n'avait rien à voir avec le Vermont. Les immeubles s'élevaient comme des géants, les rues bourdonnaient sans fin, et l'appartement où Richard l'avait emmené semblait tout droit sorti d'un catalogue sur papier glacé. C'était élégant, froid et époustouflant. La valise de Naomi semblait déplacée face au sol en marbre et aux baies vitrées. Pourtant, Richard fut d'abord attentif. Il fréquentait les dîners sous les flashs des appareils photo, lui offrit une garde-robe de soie et de diamants et la présenta à son cercle d'amis privilégiés, l'appelant toujours « ma chérie ». 3 mois plus tard, il la demandait en mariage sur le toit de l'hôtel Langford, sous des guirlandes lumineuses et des étoiles de champagne. Naomi dit oui, les larmes aux yeux, trop amoureuse pour remarquer les fissures qui se formaient sous la surface. Elle pensait que c'était là le secret des contes de fées. Elle ignorait qu'elle n'était qu'un chapitre de son histoire à succès. La vie conjugale avec Richard avait commencé comme un rêve, mais le changement s'était fait rapidement. Il a commencé à partir tôt, à rentrer tard, toujours scotché à son téléphone. Des clients, disait-il. Des affaires. Naomi, qui avait abandonné son piano dans le Vermont,
demanda si elle pouvait donner des cours en ville. Richard se moqua. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu es ma femme maintenant. Il la comblait de luxe, mais jamais d'attention. Lors des réceptions, il la présentait avec un demi-sourire, et à la maison, il était soit absent, soit silencieux. Naomi se retrouvait souvent seule dans un appartement en attique, se demandant si l'amour était censé être aussi solitaire. Elle avait épousé un homme qui aimait l'ambition, le contrôle et l'admiration, mais qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Et même si elle ne le voyait pas encore, la version de Richard dont elle était tombée amoureuse n'avait jamais existé. L'éclat de la vie de jeune mariée s'est estompé comme de l'or bon marché. Tout a commencé par des remarques subtiles, des choses qui ressemblaient à des blagues, mais qui restaient gravées dans le cœur de Naomi comme des bleus. Tu joues toujours ces mélodies idiotes? Richard souriait en regardant les cours de la bourse sur son téléphone. Ou alors, tu devrais être reconnaissante de ne pas avoir à travailler comme les autres femmes. La plupart tueraient pour être à ta place. Naomi a d'abord ri, pensant que c'était juste son sens de l'humour, mais bientôt, les commentaires se sont transformés en critiques. Elle décora un petit coin de leur appartement avec son piano et ses partitions, espérant renouer avec ceux qui la tenaient en haleine. Un soir, alors qu'elle répétait Chopin doucement près de la fenêtre, Richard claqua le couvercle en plein accord. « J'ai eu une longue journée, Naomi. Arrête de perdre ton temps avec ça. C'est du bruit. » Cette nuit-là, elle a pleuré dans la salle de bain, l'eau coulant pour masquer ses sanglots. Au fil des mois, la présence de Richard dans l'appartement devenait plus une ombre menaçante qu'un partenariat. Il changea le règlement intérieur sans demander l'autorisation. Naomi ne pouvait plus sortir seule, même pas pour faire les courses. « Tu es trop confiante », a-t-il affirmé. « On est à New York, pas dans ta petite ville de neige. » Il avait installé des caméras dans le couloir, surveillait ses dépenses et insistait pour qu'elle le tienne au courant de ses moindres faits et gestes. Les amis avec qui elle essayait de rester en contact s'éloignèrent peu à peu, soit parce que Richard les mettait mal à l'aise, soit parce que Naomi avait trop honte pour leur avouer sa solitude. Ses appels téléphoniques avec Marie devinrent plus courts et plus creux. « Tu as une voix différente », lui avait dit un jour Marie. Naomi répondit par un mensonge, simplement fatiguée de la ville. En vérité, elle avait l'impression de disparaître, petit à petit, note après note. Puis vinrent les règles concernant la façon de s'habiller, de parler et même de manger. Richard commença à se moquer d'elle devant ses collègues. Elle était pianiste, disait-il en riant, maintenant elle joue à peine le rôle d'une épouse. Naomi, autrefois lumineuse et joyeuse, marchait désormais sur des œufs. Elle a complètement arrêté la musique. Ses rêves lui semblaient des échos lointains. Lorsqu'elle évoquait l'idée d'une thérapie ou d'un suivi psychologique, Richard explosait. « Alors maintenant, c'est moi le problème », hurla-t-il. « Je t'ai tout donné. Tu n'étais rien avant moi. » Cette nuit-là, Naomi resta éveillée en silence, regardant les lumières de la ville scintiller par la fenêtre. À cet instant, elle comprit que l'homme qu'elle avait épousé ne voulait pas seulement de l'amour, il voulait être propriétaire. Et elle était peu à peu anéantie sous ce poids. Sarah Benson avait toujours su imposer son style. À 29 ans, elle franchissait les portes de Daniel Equity Holdings, les talons aiguilles plus pointus que la langue, et l'ambition qui transparaissait derrière son sourire charmeur. Avec ses cheveux d'un noir de jet toujours relevés en un chignon élégant et son rouge à lèvres qui ne coulait jamais, elle jouait le rôle de l'assistante parfaite, mais ses ambitions dépassaient largement son titre. Élevée dans un quartier populaire du Queens, Sarah s'était frayé un chemin dans les milieux d'affaires grâce à un CV truqué, à son esprit vif et à sa détermination sans faille. Elle savait exactement ce que recherchaient des hommes comme Richard Daniel, l'obéissance en public, le feu en privé et l'illusion d'avoir toujours le contrôle. Dès qu'elle avait été affectée à son emploi du temps de direction, elle avait scruté ses habitudes avec la plus grande attention. Et elle était sûre d'une chose, Naomi Quilley était une remplaçante. Tout avait commencé innocemment. Des soirées tardives au bureau, des cafés improvisés, de légers caresses sur le bras pendant les réunions. Sarah portait toujours juste assez de parfum pour s'attarder après avoir quitté son bureau. Richard, déjà lassé du silence et de la douceur de Naomi, trouvait Sarah enivrante. Elle riait à ses blagues, exprimait des opinions tranchées lors des réunions du conseil d'administration et savait flatter son ego et son ambition. Sarah ne lui a jamais posé de questions sur son mariage. Elle s'est simplement rendue indispensable. En quelques semaines, Richard a commencé à trouver des excuses pour rester tard, et dès le 2e mois,
Sarah l'accompagnait lors de voyages d'affaires à Chicago et à Los Angeles. Ce que Naomi ignorait, c'est que son mari avait commencé à la rayer de sa vie, émotionnellement, physiquement et bientôt légalement. Tandis qu'elle était assise seule chez elle, pliant des draps de soie et se demandant ce qu'elle avait fait de mal, Richard recevait Sarah dans des suites attiques à travers le pays. Sarah, cependant, ne se contentait pas d'être la maîtresse. Elle n'était pas le genre de femme à jouer les seconds rôles. Chaque fois qu'elle regardait la délicate photo de mariage de Richard et Naomi, nichée dans un coin de son bureau, elle bouillonnait de rage, non pas par jalousie, mais par appétit. Elle voulait ce titre. Elle voulait le pantouse, la vedette, la signature sur le compte joint. Et surtout, elle voulait que Naomi parte. Elle a commencé à planter des graines. « As-tu parfois l'impression qu'elle ne comprend pas ton monde ?» demanda-t-elle doucement un soir, en buvant un scotch. Richard ne répondit pas, mais le pli sur son front en disait long. Sarah savait attendre et manigancer. Elle obtiendrait tout ce que Naomi avait, et plus encore. Car contrairement à Naomi, elle ne se contentait pas de rester assise au piano à jouer tranquillement. Elle était prête à diriger tout le spectacle. Tout a commencé par un mensonge aussi infime qu'un murmure. Sarah Benson, constatant l'impatience croissante de Richard face à l'existence silencieuse de Naomi, décida qu'il était temps d'accélérer son plan. Elle observa Richard attentivement, ses soupirs lorsque Naomi passait sans maquillage, ses mâchoires se crispant lorsque Naomi évoquait son désir d'enfant, ses doigts frémissant d'irritation chaque fois qu'elle parlait du Vermont ou de musique. Sarah savait que Richard aspirait à un héritier, non par sentiment, mais pour hériter. Elle lui donna donc ce que Naomi ne pourrait jamais faire, du moins c'est ce qu'elle prétendait, un enfant. Un après-midi, elle entra dans son bureau, les yeux écarquillés et la lèvre inférieure tremblante, tenant un test de grossesse positif, un faux, acheté en ligne, dont les bords en plastique avaient été tachés pour paraître récents. « Je n'avais pas prévu ça », murmura-t-elle, parfaitement préparée. « Mais je ne voulais pas te le cacher. » L'effet fut immédiat. Richard pâlit, puis se précipita vers elle et l'embrassa comme si elle était vide et qu'il se noyait. Cette nuit-là, il ne rentra pas. Naomi sentit le changement comme un vent froid traversant une fenêtre fissurée. Richard s'était déjà distant, mais maintenant il était différent, plus méchant, plus vif. Il refusait de la toucher, tressauta lorsqu'elle essayait de parler de sa famille. Puis vint le moment le plus cruel. Un matin, au petit-déjeuner, il laissa tomber une feuille de papier pliée sur la table. « Tu dois te faire tester », dit-il froidement. « Fertilité. J'ai besoin de savoir si on perd du temps. » Naomi cligna des yeux, perplexe. « Que veux-tu dire ?» Sa voix était glaciale. « Je veux des enfants. On a essayé pendant 1 an, mais rien. Ce n'est peut-être pas ma faute. Le test n'a pas été concluant. Le médecin a dit que le stress pouvait affecter son cycle et lui a recommandé d'autres examens. Mais Richard n'a pas attendu. Quelques jours plus tard, il est arrivé en trombe, le regard brûlant, et lui a jeté un dossier médical. Sarah est enceinte. Savez-vous ce que ça fait? De voir une autre femme porter ce que ma propre femme n'a pas pu porter? Naomi eut le souffle coupé. Ses genoux fléchirent. Il n'est pas resté pour la rattraper. Les papiers du divorce sont arrivés moins d'1 semaine plus tard, épais, froids, brutaux. Aucune explication. Aucune discussion. Juste des accusations, de la négligence affective, des échecs de conception, des différends irréconciliables. Richard l'avait déjà retiré des comptes joints, débranché son accès au système de sécurité du pantouse et même engagé des déménageurs pour emballer ses affaires pendant son absence. À son retour, Naomi trouva ses vêtements dans des sacs poubelles et sa photo de mariage brisée sur le sol. Le portier refusa de la laisser entrer. Debout dans la neige, un manteau déchiré et le cœur brisé, elle essaya de comprendre comment l'amour pouvait pourrir si vite. Mais ce n'était pas de la corruption. C'était un meurtre. De ses rêves, de sa valeur et de tout ce en quoi elle avait cru. Richard l'avait enterrée sous des mensonges, et Sarah regardait la scène en souriant. Le jour où la mère de Naomi est morte, le ciel de Brattleboro a pleuré avec elle. La nouvelle était arrivée par un appel tremblant de l'infirmière de l'hospice, doux, désolé, définitif. Naomi n'avait pas pu lui rendre visite. Pas une seule fois. Elle avait appelé Richard depuis le refuge, le suppliant de lui donner un billet d'avion, un taxi, tout ce qui pourrait lui permettre de lui dire au revoir, mais il avait bloqué son numéro le lendemain du prononcé du divorce.
La trahison l'avait profondément blessée, plus profondément que ne l'avaient été les papiers. Elle s'était accrochée à la conviction que, sous toute cette cruauté, subsistait une trace de l'homme qui lui avait tenu la main dans le lodge du Vermont et lui avait dit « Je veux construire une vie avec toi ». Mais il ne restait plus rien en lui. Et maintenant, elle non plus n'avait plus rien. Après avoir été expulsée de son appartement terrasse, sans aucun endroit où aller et avec seulement quelques centaines de dollars à son actif, argent que Marie avait transféré dans un acte de charité discret, Naomi s'était installée dans un motel délabré près de la périphérie de la ville. Elle pouvait à peine dormir sur le lit grinçant, hantée par l'écho de la voix de sa mère et le poids des excuses non formulées. Son piano avait disparu. Son alliance, autrefois portée avec fierté, avait été vendue pour payer le bus et un sandwich. En quelques jours, l'argent s'était tari. Naomi a essayé de trouver du travail, mais sans référence ni expérience récente, les portes sont restées closes. Elle a postulé à tout, ménage, travail dans un café, même nounou, mais son attitude autrefois impeccable s'est dégradée sous la pression des refus. Après des semaines d'essais, elle a abandonné sa chambre de motel et s'est réfugiée dans un refuge pour femmes d'East Harlem. Ce fut un réveil brutal. Les murs étaient fins, les lits partagés, et les histoires qui l'entouraient faisaient écho à une douleur qu'elle n'aurait jamais cru comprendre. Chaque femme avait un passé, une chute, un chagrin. Naomi n'était plus qu'un nom parmi d'autres sur un presse-papier, un visage silencieux parmi d'autres dans une file d'attente pour des articles de toilette. Ses cheveux étaient devenus hirsutes, sa peau pâle, sa voix plus douce. Elle écrivait des lettres à sa mère qu'elle n'enverrait jamais, lui exprimant ses regrets. Désolée d'être partie, d'avoir fait confiance à Richard, d'avoir cru que l'amour pouvait tout vaincre. Chaque matin, elle se réveillait sous les lumières fluorescentes et pleurait en silence dans sa fine couverture. L'espoir s'estompait lentement, comme la dernière note d'une chanson que personne ne se souciait de terminer. Naomi Keeley, autrefois cette jeune fille tranquille du Vermont qui rêvait de salles de concert, était devenue un fantôme errant dans les rues de la ville. Et personne, pas même elle, ne se souvenait de la mélodie qu'elle jouait. Le froid de cette nuit-là était impitoyable, un vent violent fendant les ruelles du sud de Manhattan. Naomi serra plus fort son écharpe, les bords effilochés flottant au vent tandis qu'elle se dirigeait péniblement vers l'entrée arrière du Cressida Grand Hotel. Le refuge l'avait envoyé faire le ménage tard le soir, un travail ponctuel, à peine rémunéré, mais tout valait mieux que de rester éveillé sur une couchette en acier, la honte la tenaillant à la gorge. L'hôtel, scintillant de dignitaires étrangers et de membres du personnel politique ce week-end-là, se dressait tel un palais de chaleur et de richesse, ses sols en marbre se moquant des semelles boursouflées de ses chaussures. Naomi avait appris à se déplacer comme une ombre, les yeux baissés, le pas calme, les mains assurées. Ce soir-là, on lui confia le nettoyage du salon exécutif juste après minuit, lorsque les invités seraient partis et que le silence s'installerait. Elle passait la serpillière près du couloir privé lorsqu'elle entendit une étrange respiration rapide, aiguë et gutturale. Elle se figea. Un homme était affalé contre le mur près de la sortie de secours, sa veste jetée sur le côté, sa cravate desserrée, la poitrine haletante. Son regard était vitreux, perdu dans le vide, et sa main gauche tremblait violemment tandis qu'il serrait son col. « Monsieur » murmura Naomi en s'approchant prudemment. Il ne répondit pas. Sa respiration s'accéléra. « Monsieur, m'entendez-vous » demanda-t-elle à nouveau, son instinct prenant le dessus sur la peur. Elle laissa tomber la serpillière et s'agenouilla doucement à côté de lui. « Vous faites une crise de panique » dit-elle doucement en posant une main sur son épaule. « Regarde-moi. Respire avec moi. » Lentement, elle le guida à travers des respirations superficielles, d'une voix calme et posée. « Tu n'es pas en train de mourir. Tu vas bien. Je suis là. » Il fallut plusieurs minutes, mais sa poitrine finit par se calmer. Ses épaules s'affaissèrent. Il cligna des yeux, cherchant la clarté dans le brouillard. L'homme, grand, avec des mèches grises aux tempes et une aura de puissance intense et silencieuse, se redressa enfin. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. « Naomi » répondit-elle en époussetant son manteau d'occasion. « Tu travailles ici » demanda-t-il en remarquant ses gants de ménage. Elle hésita. « Juste pour ce soir. » Il tendit la main. « Michael. » Il ne donna pas son nom de famille. Il n'en avait pas besoin. Naomi ne le reconnut pas, mais il serait plus tard connu du monde entier sous le nom de Michael Patrick, sénateur américain, diplomate chevronné, et candidat discret à la présidence,
dans le cadre d'une campagne discrète destinée à échapper à l'attention jusqu'à son annonce officielle. Ce soir-là, pourtant, il n'était qu'un homme portant le poids du monde sur sa poitrine et un inconnu qui s'agenouillait à ses côtés sans broncher. Et Naomi, pour la première fois depuis des mois, se sentit à nouveau vue. Non pas comme une épouse abandonnée. Non pas comme un rêve déçu. Mais en tant qu'être humain, Michael Patrick retourna au Cressida Grand le lendemain, non pas avec son équipe de sécurité habituelle, mais seul, vêtu d'un trench coat sombre et de lunettes de soleil qui ne cachaient guère son air important. Il demanda au concierge la femme de ménage de la veille, la décrivit comme une femme à la voix douce, aux yeux marrons, aux mains tremblantes et au courage dans la voix. Il a fallu 1 heure, mais finalement, quelqu'un de l'agence d'intérim a retrouvé Naomi au refuge et lui a remis un bout de papier avec un numéro manuscrit et une invitation, dîner. Sur le toit. 20h, venez comme vous êtes. Elle faillit ne pas y aller. Ses chaussures étaient trouées, son manteau sentait encore légèrement l'eau de Javel, et l'idée de revoir l'inconnu qu'elle avait sauvé lui donnait l'impression d'entrer dans un rêve auquel elle n'avait pas sa place. Mais quelque chose l'attira, le calme dans son regard, la fermeté dans sa voix lorsqu'il prononça enfin son nom. Elle y alla donc. Michael avait réservé le salon sur le toit pour la soirée, non par extravagance, mais pour son intimité. Il accueillit Naomi avec une chaleur inhabituelle, mais profondément nécessaire. Il n'y avait ni caméra, ni assistant, juste 2 bols de pâte fumante, une bouteille d'eau et un doux jazz diffusé par une enceinte Bluetooth. « Je te dois plus qu'un merci », dit-il après qu'ils eurent mangé la moitié en silence. Naomi esquissa un léger sourire, les mains jointes sur ses genoux. Il lui posa des questions que personne d'autre ne lui avait posées. Il lui posa des questions, et elle répondit, petit à petit, d'une voix hésitante au début, puis jaillissant comme des rivières dégelées. Il ne l'interrompit pas. Il n'avait pas pitié. Il écoutait simplement. Michael parlait aussi de la pression écrasante de la politique, du prix de l'ambition et de la solitude d'être entouré de pouvoir sans jamais connaître la paix. 2 vies très différentes, toutes 2 épuisées par le bruit, assises sous le ciel de la ville et bénéficiant d'un calme absolu. La semaine suivante, Naomi reçut une enveloppe au refuge et soupira, une offre d'emploi. Pas de titre, pas de fanfare, juste un modeste poste de professeur de musique à temps partiel pour la nièce de Michael, qui avait du mal à se concentrer pendant les cours traditionnels. Il y avait ajouté un mot, elle n'a pas besoin d'une balance parfaite. Elle a besoin de quelqu'un qui comprenne le silence. Naomi pleura. Ce n'était pas une question de travail. C'était une question de souvenir. D'être choisie. Elle commença à donner des cours particuliers à sa fille 2 fois par semaine dans une maison de ville tranquille près de Central Park, où le personnel la traitait avec un respect bienveillant et Michael venait de temps en temps, non pas comme un supérieur, mais comme un compagnon d'une résilience tranquille. Leur lien se développa comme de la mousse à l'ombre, lentement, riche et profondément ancré dans le non-dit. Naomi ne lui posa jamais de questions sur ses opinions politiques. Michael ne posait jamais de questions sur Richard. Dans l'intimité de ses pièces, il n'était que Naomi et Michael. Et dans un monde qui lui avait tout pris, elle avait enfin trouvé quelque chose qu'elle ne pouvait définir mais en quoi elle avait déjà confiance, la sécurité. La transformation ne fut jamais soudaine. C'était un déploiement silencieux, comme la lumière du matin filant à travers d'épais rideaux. Naomi, autrefois brisée par la trahison et la pauvreté, commença à s'élever, non pas grâce à la richesse ou au miracle, mais par la simple constance d'être vue. Chaque visite à la maison de Michael la faisait sortir un peu plus de l'ombre. Sa nièce, Lily, s'épanouissait sous la douce éducation de Naomi, son agitation apaisée par la douceur de la musique et le calme de la présence de Naomi. Et Michael? Il observait d'abord de loin, attiré non par la beauté ou la prétention, mais par la force que Naomi ne s'affichait jamais. Elle ne cherchait pas à l'impressionner. Elle ne parlait jamais de sa douleur, sauf si on le lui demandait. Mais il la voyait, dans ses yeux, dans son sourire doux à son personnel, et dans la façon dont elle touchait le piano comme si c'était la seule chose au monde qui ne l'avait pas trahi. Il commença à consacrer plus de temps à ses cours, d'abord en s'attardant près de la porte, puis assis à côté de Lily, et enfin, rejoignant Naomi sur le banc pendant les dernières notes. Il parlait d'art, de deuil, de personnes aimées et perdues. Michael avouait ses difficultés avec la confiance, comment le pouvoir attirait souvent les sangsues et comment la solitude était devenue sa plus fidèle compagne. Naomi comprenait trop bien. Elle partageait avec soin des bribes d'elle-même, comment elle avait cru autrefois que l'amour la protégerait, comment elle avait confondu contrôle et affection, comment la survie était devenue son seul hymne.
Ce qui les surprit toutes les deux, ce n'était pas la sympathie, mais la reconnaissance. L'un chez l'autre, ils ne voyaient pas de fragilité, mais une force tranquille. Michael se surprit à réorganiser ses horaires pour être présent les jours de cours particuliers. Naomi commença à arriver en avance juste pour s'asseoir dans la salle de musique ensoleillée, le café à la main. Les frontières se brouillèrent, non pas à cause de gestes grandioses, mais de subtilités, de regards échangés, de phrases inachevées, et de la conscience qu'aucun d'eux n'avait planifié cela. La demande en mariage était aussi peu conventionnelle que l'amour qui l'avait précédé. Pas de diamant, pas d'agenouillement, pas de déclaration sur la place publique. Une simple promenade dans le jardin derrière la propriété de Michael était imprégnée d'une douce brise printanière, Naomi fredonnant doucement, Michael la regardant avec une sorte d'admiration. « Je ne veux plus être seul, dit-il soudain. Elle s'arrêta. Il lui prit les mains. « Et je ne veux pas que tu disparaisses à nouveau, Naomi. » Ses yeux s'embuèrent. « Je n'ai plus rien à donner. » Son pouce effleura ses jointures. « Tu m'as redonné mon souffle quand je ne le retrouvais plus. C'est plus que quiconque ne l'a jamais fait. » Ils se marièrent dans une chapelle privée en périphérie de la ville. Ni presse, ni invité, juste Lily, la demoiselle d'honneur, la plus fidèle assistante de Michael, témoin, et Naomi, vêtue d'une simple robe crème qui lui rappelait la neige. Ce jour-là, elle n'était pas la femme abandonnée par un mari cruel. C'était Naomi Patrick, l'épouse d'un homme qui la considérait non comme un fardeau, mais comme un bien à lui. De ruinée, elle était devenue radieuse. Et le monde, pour l'instant, n'avait pas besoin de le savoir. Le monde a changé du jour au lendemain, mais Naomi y est restée invisible. Lorsque Michael Patrick a été annoncé comme 47e président des États-Unis, le pays a explosé d'un optimisme prudent. Sa campagne, délibérée, mesurée et stratégique, avait séduit aussi bien les modérés que les réformistes, lassés du spectacle et avides d'intégrité. Il n'avait pas fait campagne avec sa famille à ses côtés, n'avait pas exhibé une épouse souriante lors des collectes de fonds ou des assemblées publiques télévisées. C'était intentionnel. L'existence de Naomi avait été gardée secrète, non par honte, mais par nécessité. Son passé, marqué par des divorces publics, des humiliations dans les tabloïds et un mari qui l'avait laissé sans rien, était trop fragile pour survivre à la fournaise politique. Et elle n'avait aucune envie d'être à nouveau exposée. Tandis que le monde célébrait l'ascension de Michael, Naomi observait silencieusement depuis les hautes fenêtres de la résidence présidentielle d'invité à Washington, où elle avait emménagé 3 semaines avant l'investiture. Elle donnait toujours des cours particuliers à Lily, portait toujours ses pulls d'occasion à la maison, jouait toujours du piano quand personne ne l'écoutait. Mais son monde ne lui appartenait plus. Des agents des services secrets l'accompagnaient désormais lors de ses promenades matinales tranquilles. Le personnel s'adressait à elle avec un profond respect, même si elle demandait à être simplement appelée Naomi. Son alliance avait été remplacée par une alliance plus simple, discrète mais chargée de sens. Le public avait des questions. Bien sûr. La présidente est-elle mariée? Qui est-elle? Pourquoi n'est-elle pas apparue? Mais Michael a refusé d'instrumentaliser leur amour pour les points de presse. Le moment venu, a-t-il dit à ses conseillers. Elle ne fera pas la une des journaux. C'est une humaine. Entre les murs de la Maison Blanche, Naomi a vécu sa nouvelle vie avec une grâce prudente. Elle prenait la plupart de ses repas seule ou avec Michael dans leurs appartements privés. Elle rencontrait des conseillers politiques à huis clos, influençant discrètement la réforme de l'éducation et les initiatives artistiques par des notes manuscrites et des propos tenus à voix basse. Elle ne montait jamais sur scène. Le monde spéculait. Veuve? Amante secrète? Pionnière politique? Mais Naomi restait un nom muet, une présence invisible aux yeux des caméras. Elle avait appris le prix de la visibilité. Et maintenant, elle brandissait son silence comme une armure, non pour se cacher, mais pour guérir. Après avoir été brisée par les projecteurs une fois de plus, elle a choisi de se tenir désormais à ses côtés, puissante dans son anonymat, aimée comme jamais auparavant. Le gala de l'unité nationale était le joyau de l'hiver à Washington, un événement grandiose organisé dans les salles de marbre du Liberty Dome, en présence de sénateurs, d'ambassadeurs, de philanthropes et de personnalités mondaines. Les flashs des appareils photos se succédaient à l'extérieur, tandis que des personnalités prestigieuses défilaient sur le tapis rouge. Parmi eux se trouvait Richard Daniel, désormais un acteur technologique en pleine ascension, et à son bras, Sarah Benson, son assistante devenue amante, affichant désormais sa position de partenaire officiel.
Ils s'étaient frayé un chemin dans les cercles du pouvoir, se faisant passer pour le couple phare de l'innovation. Richard portait un smoking bleu marine brodé de la suffisance de son dernier contrat gouvernemental. Sarah, vêtue d'une robe cramoisie moulante comme l'ambition, souriait à la presse comme si elle était née dans la royauté. Aucun d'eux ne savait que la femme qu'ils avaient autrefois détruite se trouverait à quelques pas, discrètement cachée dans les replis du pouvoir qu'ils vénéraient. Dans la salle de bal, des lustres dorés pendaient comme des étoiles gelées, et la musique fredonnait d'un orchestre niché près de l'escalier. Naomi entra par une entrée latérale, sans caméra ni projecteur, escortée silencieusement par un conseiller principal. Elle portait une robe noire à col montant avec des manches en dentelle et ses cheveux tressés en arrière. Pas de badge. Aucun plan de table publique. Pour la plupart des invités, elle était l'épouse d'un dignitaire d'un pays inconnu. Mais pour ceux qui comptaient, chefs d'État, diplomates internationaux, alliés de confiance, sa présence était un tonnerre discret. Michael avait fait en sorte qu'elle soit là sans fanfare, sachant que cet événement particulier attirerait l'attention de ceux qui avaient autrefois bafoué son nom. Naomi se tenait avec une parfaite assurance près de l'aile diplomatique, observant, derrière un délicat masque vénitien, les vieux fantômes défiler en soie. Lorsque Richard l'aperçut, il ne la reconnut pas immédiatement. Il ne vit qu'une silhouette debout près de la tribune réservée à la première dame, élégante mais modeste. Son regard s'attarda plus longtemps que Sarah ne l'aurait souhaité. « Tu la connais ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Richard ricana. Peut-être juste un autre beau gosse qui cherchait à conquérir le pouvoir par son mariage. Naomi se retourna lentement, leurs regards se croisant une seconde de trop. Richard se figea. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard. Quelque chose qui le troublait. Elle se retourna sans un mot et se glissa dans le couloir privé gardé par des agents des services secrets. Richard la fixa du regard, un froncement de sourcils. Sarah le chassa d'un rire et l'entraîna vers la scène. Mais au fond de lui, Richard sentit un pincement au cœur. Il ne connaissait pas son nom. Il ne connaissait pas sa place. Mais le silence de cette femme venait de briser le miroir de son ego. Le gala atteignit son apogée, les coupes de cristal tintèrent, l'orchestre entama une ouverture grandiose et les invités se mêlèrent sous un dé de lustre. Naomi resta immobile près de l'aile diplomatique, observant silencieusement, sa présence dissimulée sous l'élégance et un anonymat volontaire. Elle se tenait aux côtés du ministre suédois de l'Éducation, discutant d'initiatives artistiques mondiales, lorsqu'un rire sonore et familier retentit. Richard, légèrement ivre après son 4e verre de vin, s'approcha de la section réservée au chef d'État, entraînant Sarah comme un accessoire. Son arrogance flottait devant lui, ignorant que la pièce qu'il croyait posséder était celle où elle avait simplement choisi d'être invisible. Mais le destin ne voulait pas qu'elle reste invisible cette nuit-là. Naomi se tourna légèrement pour attraper sa main, l'inclinaison de son visage révélant son profil. Richard s'arrêta net, son regard fixé sur elle comme un prédateur qui flaire un mouvement. Son esprit bégayait. Il s'aperçut qu'il reconnaissait quelque chose, mais pas clairement. « Non, pas question », murmura-t-il. Il bouscula une assistante surprise et s'approcha d'elle en titubant. « Naomi », dit-il trop fort, l'incrédulité mêlée de moquerie. Les conversations autour d'eux s'arrêtèrent net. Naomi soutint son regard, mais ne dit rien. Ce silence, cette gracieuse immobilité, attisa sa colère. « Tiens, ricana Richard en désignant la foule d'un geste solennel. Si ce n'est pas une catin qui s'est cru capable de jouer les épouses, le mot résonna comme une claque dans la salle de marbre. Un halètement parcourut la foule comme une rafale de vent. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les têtes se sont tournées. Les dignitaires sont restés immobiles, le visage partagé entre confusion et horreur. Avant que la sécurité ne puisse l'intercepter, Michael Patrick apparut, calme, posé, présomptueux. Il s'approcha de Naomi et lui prit la main, doucement mais fermement, entrelaçant ses doigts avec les siens. Ce geste seul fit pâlir Richard. « Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés, » dit Michael d'une voix douce, sa voix résonnant dans la salle médusée. « Voici Naomi Patrick, ma femme et la première dame des États-Unis. » Des exclamations de surprise éclatèrent. Le sourire de Sarah s'éteignit instantanément. Le visage de Richard se vida de toute couleur. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les gardes de sécurité de Michael s'avancèrent, non pas pour faire du grabuge, mais pour rétablir l'ordre. Naomi ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin.
Son silence était plus lourd que le tonnerre. La femme que Richard avait rejetée se tenait maintenant aux côtés de l'homme le plus puissant du pays, et le monde entier venait d'assister à sa honte. La vidéo se répandit sur toutes les plateformes en quelques minutes. Au début, ce n'était qu'un court-métrage granuleux, enregistré par le téléphone d'un journaliste, Richard Daniel, le visage rouge de vin, hurlant le mot « pute » à une mystérieuse femme en dentelle noire, suivi de l'arrivée indéniable du président Michael Patrick. Mais le véritable déchaînement de colère est survenu quelques instants plus tard, lorsqu'un média national a diffusé une vidéo en haute définition, capturant la voix calme de Michael lorsqu'il a déclaré « Voici Naomi Patrick, ma femme est la première dame des États-Unis ». Cette simple réplique a fait le buzz sur Internet. Twitter a explosé. Les gros titres ont tourné. Les commentateurs se sont démenés. Démasqué, le PDG traite la première dame de pute, Naomi Patrick. Le scandale qui a précipité le gala. En quelques heures, celle qui avait passé des années cachée derrière le silence était désormais affichée sur tous les écrans. Le visage de Naomi, autrefois confiné à des conversations confidentielles et à des profils chuchotés, apparaissait désormais sur les téléscripteurs, les mèmes, les talk-shows et les podcasts. Mais le ton n'était pas moqueur, mais furieux. Les réseaux sociaux sont devenus féroces. Les partisans de la présidente se sont mobilisés pour la défendre, les associations de défense des droits des femmes ont exprimé leur indignation, et même les dirigeants étrangers ont présenté des excuses officielles au nom de leurs délégués qui avaient ri lors de l'explosion. Pendant ce temps, les noms de Richard et Sarah sont devenus des jurons à la mode. De vieilles vidéos ont refait surface, où Richard se moquait des femmes entrepreneurs lors de conférences, et Sarah se vantait d'avoir éliminé la concurrence du blé. Des initiés anonymes se sont manifestés, révélant la toxicité du milieu professionnel, les pots de vin et les menaces chuchotées liées à l'ascension frauduleuse de Sarah. En seulement 48 heures, le soi-disant couple en or de la technologie était devenu l'emblème de la disgrâce. À la Maison-Blanche, Naomi n'a pas parlé à la presse. Elle n'a pas accordé d'interview ni publié de communiqué. Elle a simplement poursuivi son travail en coulisses, laissant le tumulte mondial résonner seul. Michael l'a soutenu sans réserve, son bureau publiant une déclaration stipulant simplement que la dignité d'une femme ne se mesure pas à ceux qui tentent de la déshonorer, mais à la façon dont elle se comporte face à leurs échecs. Derrière les portes closes, Naomi était assise à son piano, les mains flottant au-dessus des touches, sentant le poids de son nom reprendre ses droits. Elle n'avait pas demandé vengeance, mais la vérité, une fois déchaînée, avait le don d'enflammer les mensonges. Et maintenant, le monde savait enfin qui elle était, pas seulement une victime, pas seulement une épouse, mais une tempête enveloppée de grâce. La semaine qui a suivi le scandale du gala a été un véritable brasier politique et médiatique. Les comités d'éthique gouvernementaux, les bureaux de protection des consommateurs et les régulateurs financiers ont tous lancé des enquêtes simultanées sur les liens commerciaux de Sarah Benson. Ce qui a commencé comme une réaction à son insulte publique envers la première dame s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond, de criminel. Il s'est avéré que le cabinet de conseil de Sarah, une start-up prestigieuse qu'elle avait cofondée grâce à l'influence de Richard, avait remporté plusieurs contrats fédéraux lucratifs sans appel d'offres en bonne et due forme. Des lanceurs d'alerte anonymes se sont succédés, dénonçant des rapports financiers falsifiés, des transactions détournées et même des manipulations d'identité. Un audit judiciaire a révélé des demandes de subventions falsifiées, des factures pour des services jamais rendus et un réseau complexe de sociétés écrans répartis dans plusieurs États. Les médias ont surnommé cette situation le « Web Benson ». Les journalistes se sont précipités comme des vautours sur chaque bâtiment que Sarah avait traversé. Ses anciens employeurs ont publié des rapports RH accablants, et des courriels divulgués la montraient se vantant d'avoir manipulé des investisseurs et d'avoir pu obtenir des pots de vin pour accéder à des réunions gouvernementales. Une révélation accablante à la télévision nationale a diffusé des messages vocaux de Sarah menaçant des concurrents. Et puis, cerise sur le gâteau, un ancien employé a partagé une vidéo de surveillance de Sarah dans un entrepôt en train de déchiqueter des documents de nuit seulement après le gala, ce qui a déclenché un mandat d'arrêt d'urgence. Ce seul fait l'a fait passer du statut de suspecte à celui de criminel. Entre-temps, Richard, bien que pas encore en état d'arrestation, a été cité à comparaître pour obtenir des informations financières et a été publiquement écarté par 2 conseils d'administration de grandes entreprises. Les sponsors se sont retirés. Les actions de son entreprise s'effondrèrent. En quelques jours, il fut banni de tous les cercles d'élite auxquels il avait tant rêvé d'appartenir. L'arrestation de Sarah fut rapide et brutale. À 6h45, un mercredi matin,
des agents fédéraux ont investi son appartement en attique à Tribeca. Des hélicoptères de la presse la survolaient tandis qu'elle était libérée, menottée, portant des lunettes de soleil et gardant le silence. Les chefs d'accusation lus à voix haute par le ministère de la Justice comprenaient fraude, fraude fiscale, obstruction à la justice et complot. Les flashs des appareils photo ont brillé, les spectateurs ont hué et Internet a recommencé à s'activer. Naomi observait depuis le coin tranquille de son bureau, la télévision coupée. Elle ne disait rien, ne ressentait rien de triomphant, seulement un étrange silence. Pendant des années, Sarah s'était nourrie du silence de Naomi, escaladant les décombres de son mariage pour bâtir un empire de mensonges. Mais maintenant, la vérité avait éclaté sans que Naomi n'élève la voix. Et la justice avait répondu. L'empire que Richard Daniel avait bâti à la sueur de son front, par la tromperie et un charme raffiné s'effondra plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Après l'arrestation de Sarah, les enquêteurs fédéraux portèrent leur attention sur lui. Bien qu'il n'ait pas personnellement falsifié de documents, sa signature figurait sur trop de contrats, trop de virements et trop d'approbations pour feindre l'ignorance. Les actionnaires l'ont abandonné. Son équipe juridique, autrefois composée de personnalités prestigieuses, a cessé ses services face à l'accumulation des factures impayées. Les sponsors ont dissous leur partenariat. Les bureaux qui portaient autrefois son nom ont retiré leur plaque du jour au lendemain. En quelques semaines, Daniel Equity Holdings, autrefois valorisé à plus de 200 millions de dollars, a été gelé et ses actifs saisis dans l'attente d'une enquête. Des licenciements massifs ont eu lieu. La presse se tenait devant son immeuble, tels des vautours encerclant une carcasse, les caméras tournant tandis que les déménageurs sortaient meubles et dossiers. Les comptes privés de Richard étaient saturés par les batailles juridiques. Ses propriétés, 2 à New York, une à Miami et un chalet à Aspen, furent saisies ou vendues volontairement à perte pour couvrir des amendes de plus en plus lourdes. Les banques qu'il considérait autrefois comme ses coffres-forts personnels ont rejeté ses appels. Ses amis proches ont cessé de répondre. Les invitations ont disparu. Au pire moment, une vidéo de lui datant d'il y a des années a refait surface, se vantant, lors d'une conférence sur les technologies, de pouvoir repérer une femme inutile à des kilomètres. Cette citation, autrefois une démonstration d'arrogance passée pour de l'esprit, lui pendait désormais au cou comme un nœud coulant. Elle était reprise par des journalistes, relayée par des militants et gravée dans les gros titres comme une justice poétique. Pour la première fois de sa vie, Richard Daniel entrait dans une salle d'audience, non pas en tant qu'orateur invité, mais en tant que défendeur. À la fin du mois, il se tenait devant le tribunal des faillites, vêtu d'un costume d'emprunt, la tête basse, les mains tremblantes. Le nom de Naomi apparaissait à maintes reprises au cours des débats. La curiosité du public ne s'était pas estompée. Même sans sa présence, elle hantait chaque pièce où il entrait. On l'interrogeait sur le divorce, sur ses propos au gala, sur l'ironie d'avoir laissé tomber une femme qui deviendrait plus tard première dame. À chaque fois, ses réponses étaient tranchées, honteuses. Son orgueil, autrefois inébranlable, se repliait désormais sur lui-même. Sa maison semi-souterraine avait disparu. Ses voitures avaient disparu. Sa maîtresse était en prison. Et il ne restait plus qu'un homme dépossédé de son pouvoir, de son respect et de sa pertinence. Richard s'était autrefois cru intouchable. Désormais, il ne pouvait plus rien toucher sans que tout s'écroule. Et le silence d'une femme qu'il considérait autrefois comme rien du tout? Ce silence était plus fort que n'importe quelle punition. La salle et de la Maison Blanche n'avaient jamais semblé aussi calmes. Les caméras de toutes les grandes chaînes étaient au garde-à-vous, la presse assise dans un silence ordonné. L'annonce avait été faite seulement 48 heures plus tôt, la première dame des États-Unis prononcerait son premier discours national. Aucun sujet n'a été dévoilé. Aucune déclaration préalable n'a été diffusée. L'anticipation à elle seule a propulsé les audiences en orbite. Derrière le rideau, Naomi se tenait seule, vêtue d'une robe fourreau blanc perle, élégante mais imperturbable. Elle n'avait ni fiche à la main, ni réplique répétée dans sa tête. Elle avait vécu chaque syllabe qu'elle allait prononcer. Et tandis que le personnel ouvrait les portes du podium, elle s'avança, non pas comme une victime d'un scandale, mais comme une survivante du silence. Lorsqu'elle atteignit le centre, la salle se leva, non par obligation, mais par révérence. Naomi attendit. Une fois installée, elle prit une inspiration et commença, « Je n'ai aucun intérêt à me venger. Je n'ai que faire de la honte. Ce que j'ai, dit-elle d'une voix calme et posée, c'est une histoire. Une histoire partagée par de nombreuses femmes à travers le pays,
celles qui ont été abandonnées, mal jugées, rejetées et déshonorées. Elle n'a jamais mentionné le nom de Richard. Pas une seule fois. Elle n'a jamais évoqué Sarah, ni le gala, ni les gros titres. Mais tout le monde était au courant. Elle a plutôt parlé de résilience silencieuse, de la façon dont la dignité n'était pas un don du pouvoir, mais une reconquête silencieuse. Être humilié publiquement et se relever malgré tout n'est pas une faiblesse, mais la preuve la plus évidente de force. Ces mots ont parcouru le monde, mesurés, doux, mais pourtant d'une vérité puissante. Elle parlait de guérison, de rêves oubliés, de féminité au-delà des titres et des apparences. Elle ne versait pas de larmes. Elle ne recherchait pas la pitié. Elle se tenait avec grâce et rayonnait de ce que ses ennemis avaient autrefois tenté d'éteindre, l'estime de soi. À travers le pays, des millions de personnes l'ont regardée dans les salons, les aéroports, les hôpitaux et les résidences universitaires. Les commentateurs ne l'ont pas interrompue. Les politiciens ne se sont pas esclaffés. Pendant cette courte demi-heure, la nation s'est contentée d'écouter. Et lorsque Naomi eut terminé, elle baissa la tête et quitta la scène. Il n'y avait pas de ligne d'applaudissements prévue. Et pourtant, la salle a explosé d'une ovation méritée, non pas pour sa performance, mais pour sa vérité. La femme autrefois reléguée dans l'ombre était entrée dans la lumière, non pas pour dénoncer les autres, mais pour montrer au monde à quel point une femme peut être inébranlable. La lettre arriva à Lel dans une simple enveloppe blanche, manuscrite, sans adresse de retour, l'encre légèrement tachée par ce qui aurait pu être la pluie ou les larmes. Naomi reconnut immédiatement l'écriture. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir qu'elle venait de Richard. Elle resta assise dessus pendant des heures, impassible, le papier posé intact sur un bureau, à côté d'une tasse de thé vert à moitié vide. Lorsqu'elle l'ouvrit enfin avec un coupe-papier en argent, elle déplia une simple feuille de papier ligné et commença à lire. L'écriture était plus lente, instable, empreinte de cette humilité que seule une perte absolue pouvait graver chez un homme. Richard commença sans préambule. « Naomi, je ne mérite pas ton temps. Je le sais. Je ne mérite ni votre gentillesse, ni vos pensées, ni même votre colère. Mais je vous prie de lire ceci jusqu'au bout. » Il écrivait depuis une maison de transition en périphérie du Queens, après avoir tout perdu, sa compagnie, ses biens, sa position, et même les amis qui s'accrochaient autrefois à sa fortune. Les murs étaient fins. Les lits étaient partagés. La nourriture était servie sur un plateau en plastique. Il a admis qu'il n'avait jamais connu la honte avant d'être contraint de demander du savon à un bénévole de 19 ans. « Je vois ton visage tous les jours, non pas avec culpabilité, mais avec contraste. La femme que j'ai enterrée dans le silence s'est élevée plus haut que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et j'ai contribué à ta disparition. Pour cela, je suis désolé d'une manière qu'aucun tribunal, aucune prison, ni aucun Dieu ne peut mesurer. Il n'a jamais sollicité de rencontre. Il n'a pas demandé une seconde chance. La lettre n'était pas un appel à la reconstruction, mais à une reconnaissance, juste une fois. Je ne vous demande pas pardon, a-t-il écrit. Mais j'espère que, quelque part dans ton âme, il existe un espace de silence où mon nom ne résonne pas de colère. Naomi plia soigneusement la lettre, la remit dans l'enveloppe et la rangea dans un tiroir, parmi des dizaines de mots de remerciements manuscrits de femmes de tout le pays qui avaient regardé son discours et trouvé du courage. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle murmura simplement, ce chapitre est clos, et retourna à son travail. Il n'y avait aucune réponse à envoyer. Certaines excuses sont entendues, mais restent sans réponse. Et certains hommes doivent vivre avec l'écho d'un nom qu'ils ont autrefois tenté d'effacer. Le soleil était à peine levé que Naomi sortit du SUV noir, flanqué seulement d'un agent discret en civil qui s'attardait à une distance respectueuse. Vêtue d'un long manteau gris anthracite et d'une simple écharpe soigneusement enroulée autour du cou, Naomi ne ressemblait en rien à la femme dont Richard se moquait autrefois, ni à l'image que le monde vénérait désormais. Pas de caméra, pas d'entourage, pas d'annonce. Sa présence n'était pas destinée à faire la une des journaux. C'était pour tourner la page. La maison de transition se dressait entre une épicerie délabrée et une rangée d'appartements en ruine, les fenêtres maculées de crasse, l'air lourd de désespoir. Un lieu pour ceux qui étaient tombés trop bas pour se remettre en public. Richard était assis sur une chaise pliante dans le petit jardin commun lorsqu'elle apparut. Il ne la remarqua pas tout de suite. Il avait la tête baissée, les mains posées sur ses genoux. Plus mince, plus âgé, son égo taillé sur mesure réduit à quelques vêtements d'occasion. Lorsqu'il releva enfin les yeux,
il se figea, incrédule. Naomi resta immobile, le regard calme mais indéchiffrable. Il se releva en tremblant, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler, mais elle leva une main. « Non, dit-elle doucement. » Il se rassit, les mots s'éteignant dans sa gorge. Pendant de longues secondes, ils se fixèrent du regard, le silence entre eux plus profond que n'importe quelle confrontation. « Je suis venu, » commença Naomi d'une voix douce mais ferme, ni pour pardonner, ni pour haïr, ni même pour répondre à ta lettre. Je suis venu parce que j'avais besoin de voir ce qui arrive quand la vérité rattrape enfin ceux qui croient pouvoir la devancer. Richard baissa la tête, incapable de soutenir son regard. J'ai été en colère pendant longtemps, continua-t-elle, pas seulement à cause de ce que tu m'as fait, mais aussi parce que tu n'as jamais cherché à me comprendre. Tu pensais que mon silence était une faiblesse. Tu pensais que je n'avais aucune valeur si tu ne l'approuvais pas. Et maintenant, assise là, je me demande si tu comprends enfin le poids de l'endurance silencieuse d'une femme. Les yeux de Richard s'embuèrent, mais il ne dit rien. Naomi recula, la main toujours à ses côtés. Tu ne retrouveras jamais ce que tu as perdu, dit-elle d'une voix ferme. Mais peut-être que dans ce silence, tu trouveras autre chose, toi-même. Puis, avec une grâce que seule la douleur pouvait enseigner, elle se retourna et s'éloigna, sans un regard en arrière. Richard resta sur le banc, les épaules tremblantes, le jardin autour de lui plus silencieux que jamais. Les montagnes du Vermont étaient telles que Naomi s'en souvenait, calmes, intemporelles et sans prétention. Lorsque son avion atterrit au petit aéroport régional, aucun tapis rouge ne l'attendait. Pas d'appareil photo. Juste de l'air frais et un silence familier. Elle avait demandé à Michael de rester à Washington. Ce voyage était pour elle seule. La ville n'avait pas beaucoup changé, même rue pavée, même panneau de poste tordu, et le petit café du coin où elle jouait autrefois du piano pour des pourboires et des applaudissements timides. Mais cette fois, elle ne revenait pas vaincue. Elle revenait triomphante, la détermination inscrite dans les lignes de son manteau et les plans glissés sous son bras. Elle avait acheté l'ancien centre communautaire en bordure de Brattleboro, un bâtiment grinçant et poussiéreux qui accueillait autrefois des bals et des dîners religieux, mais qui était depuis longtemps abandonné. Avec ses propres économies, une discrète subvention d'une fondation privée et sans mentionner son titre public, elle entreprit des rénovations. Les habitants étaient curieux, mais respectueux. En quelques semaines, le lieu a commencé à se transformer. Murs peints, fenêtres réparées, et un vieux piano à queue a été installé dans l'atrium ensoleillé. Lorsque la nouvelle enseigne de l'Académie de musique Naomi Killet pour femmes en transition a été installée, la ville a marqué un temps d'arrêt. Les rumeurs circulaient, les noms étaient murmurés, mais Naomi ne s'en laissait jamais convaincre. Elle ouvrait simplement les portes et attendait que la musique revienne. Des femmes arrivaient, discrètement, prudemment, certaines venues de refuges, d'autres de foyers de transition, d'autres encore de vies trop brisées pour être racontées. Naomi enseignait non seulement la musique, mais aussi la guérison. Elle enseignait le rythme aux femmes qui avaient oublié comment respirer en séquence, la mélodie à celles dont la voix avait été réduite au silence. Chaque cours commençait par un silence et se terminait par des applaudissements, non pas pour la perfection, mais pour le courage. Le week-end, elle jouait à nouveau, non pas pour le public, mais pour elle-même. Le piano devenait son refuge, son lieu de protestation, son sanctuaire. L'Académie ne faisait pas la une des journaux. Cela n'a pas fait fureur en ligne. Mais entre ces murs, des héritages ont été réécrits. Naomi était autrefois un nom enfoui sous la honte et l'abandon. Désormais, elle était une bâtisseuse de chansons, de force, de seconde chance. Et c'était un héritage qu'aucun gros titre ne pouvait définir. L'atmosphère était électrique à Washington, D.C., alors que des milliers de personnes bordaient le parcours du défilé sur Constitution Avenue. Les drapeaux flottaient, les enfants sur les épaules criaient d'excitation, et les fanfares militaires résonnaient entre les imposants bâtiments. C'était le défilé du président S-Day, une célébration du leadership, de l'unité et de la tradition. Mais cette année, il y avait quelque chose de plus dans l'air. Il ne s'agissait pas seulement de la popularité constante de Michael Patrick ou des nouvelles réformes introduites par son administration. Il s'agissait de la femme qui marchait à ses côtés, main dans la main, les épaules carrées, le menton haut. Naomi Killet Patrick, autrefois moquée, autrefois rejetée, autrefois publiquement déshonorée, marchait désormais aux côtés de l'homme le plus puissant du pays. Ni comme décoration, ni comme récupération, mais comme égalitaire. Elle portait un manteau bleu marine sur mesure à boutons dorés, les cheveux coiffés en chignon bas,
et un sourire discret aux lèvres qui en disait plus long que n'importe quel discours. Elle ne se cachait plus. Plus de voile de dentelle, plus d'entrée latérale, plus de silence. Sa présence était désormais officielle, officiellement annoncée quelques semaines plus tôt lors d'un banquet d'État en tant que première dame des États-Unis. Et aujourd'hui, on ne murmurait plus à son sujet. On la vénérait. Les spectateurs ont acclamé son nom aussi bruyamment que celui du président. Des pancartes le long des barricades indiquaient « Merci, Naomi », et la dignité ressemble à ça. La presse, autrefois implacable dans ses spéculations, observait désormais avec une admiration silencieuse. Sur les réseaux sociaux, l'instant a été immortalisé. La femme, autrefois traitée de prostituée par son ex-mari, se tenait désormais devant la nation telle une reine de grâce. Richard, qui regardait depuis le salon partagé d'une maison de transition, avec un écran de télévision fissuré, n'a pas dit un mot. Ses colocataires, oui. N'est-ce pas la dame du discours, demanda l'un d'eux. C'est bien la femme du président, non, demanda un autre. Richard fixait, le regard vide, la caméra zoomant sur le sourire spontané de Naomi, serein, bien loin de la jeune fille qu'il avait autrefois humiliée. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle de la Maison Blanche, Michael serrait la main de Naomi tandis qu'il se tenait dans le véhicule de tête, saluant la foule. « Vous savez comment on appelle ça ?» demanda-t-il. Naomi le regarda avec une curiosité sereine. « On l'appelle la prostituée devenue reine. » Son sourire s'élargit, non pas de fierté, mais de paix. « Laissez-les faire, dit-elle doucement. Ils n'en savent rien. » Et tandis que les confettis pleuvaient des toits et que les acclamations se transformaient en tonnerre, Naomi s'avança, non pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour lui rappeler que la vraie royauté n'a pas besoin de couronne. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.